Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai moins aimé en 2020? On va découvrir ça tout de suite. Parce que oui, parfois, on a des coups de cœur, de superbes découvertes et parfois de petites déceptions. Bonjour mes petits faucons littéraires, j'espère que vous allez bien et que votre début 2021 s'est passé à merveille. Comme j'ai commencé ma chaîne tout début novembre 2020, il y a énormément de lectures que vous n'avez pas vu passer et dont je vous ai pas parlé. Je me suis dit qu'un petit bilan 2020, ça me permettrait de vous parler aussi de toutes ces lectures que j'ai adorées cette année. Et dedans, j'ai inclus 4 petites déceptions. Bon ben du coup, c'est parti pour découvrir tout ça. Alors j'ai pas trié par ordre de préférence ni par ordre chronologique, j'ai juste fait une liste et je vais vous l'énumérer, mais sans qu'il n'y ait de cohérence dans la manière dont j'ai listé tout ça. Le premier coup de cœur, si vous avez regardé mes autres vidéos, ne sera pas une surprise et je ne vais pas faire durer le suspense puisqu'il s'agit d'Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Je ne vais pas m'étaler sur ce livre dans cette vidéo parce que sinon ça va durer 20 ans et je vous renvoie à la petite vidéo dans le petit i, je sais pas de quel côté. Pour en savoir plus sur ce que j'ai pensé de ce livre, j'ai fait une vidéo très complète et très détaillée sur mon avis, donc je vous invite à aller la voir. Mon second coup de cœur, c'est pareil, c'est pas non plus une très grande surprise. J'en ai parlé brièvement dans la vidéo de mon Cold Winter Challenge, mais il s'agit de la saga Monster de Naoki Urasawa, qui est un manga que je lis en intégrale, donc la version deluxe qui regroupe plusieurs des mangas. Et donc rapidement, dans ce manga, on suit un médecin japonais qui exerce en Allemagne et qui un jour va devoir faire le choix entre sauver le maire ou sauver un très jeune enfant dont la famille vient d'être abattue, et il va choisir de sauver cet enfant. Et en fait, des années plus tard, on va se rendre compte que ce jeune homme est devenu un monstre et qu'apparemment, il tue des gens. Et donc voilà, il va y avoir toute une quête et une chasse à l'homme pour essayer de déterminer tout ce qui se passe autour de cet enfant et des meurtres qui l'entourent, etc. Et vraiment, les dessins sont magnifiques, l'histoire est oufissime, il y a énormément de personnages secondaires ultra intéressants, les personnages principaux le sont aussi. C'est pas manichéen, donc c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a énormément de gris dans tous les personnages et c'est hyper addictif. Donc j'ai hyper hâte de finir de connaître le fin mot de cette histoire. C'est vraiment pépite. On va alterner maintenant avec le premier flop de 2020 puisque, eh bien, ça arrive. Parfois, on est déçu de certains livres et le mien, c'est Le rêve du village des Ding de, je dois regarder, Yan Lianqi. Je sais pas trop comment ça se dit. On va donc y suivre la famille des Ding qui habite dans un petit village en pleine campagne chinoise. Donc c'est dans les années 80 ou 90 il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises. Ce village est ravagé par ce qu'on appelle la fièvre, donc tout le monde tombe malade, une fièvre atroce, ils ont des marques sur le corps et ensuite ils meurent très rapidement et ça contamine les foyers. On va apprendre très rapidement, il me semble que c'est même dans le résumé, qu'en fait pour se faire de l'argent, et c'est vraiment tiré d'une histoire vraie, ça a vraiment et réellement existé, donc ça c'est plutôt atroce, les collecteurs de sang vont inciter les gens à vendre leur sang, et donc beaucoup de Chinois vont s'enrichir, que ça soit les collecteurs de sang ou ceux qui donnent leur sang, vont s'enrichir comme ça en collectant le sang, sauf que certains sont évidemment plus ou moins éthique et plus ou moins rigoureux en termes d'hygiène et que donc le sida va se propager à travers les villages puisque parfois la même aiguille sera réutilisée sur plusieurs patients différents. On adore. On va pas mal suivre le grand-père de la famille des Ding qui trouve que ce que son fils, qui était un collecteur de sang, a fait est plutôt immonde puisque c'est un peu sa faute si tout le village est malade. Mais voilà, il se passe pas grand-chose à part juste ce village qui essaye de cohabiter, qui essaye de survivre, qui essaye de trouver pourquoi les gens sont malades. Il y a une vraie critique qui est faite, le gouvernement qui a laissé faire ça, de dénoncer les collecteurs de sang qui se sont enrichis sur le dos des habitants chinois et vraiment au détriment pur et dur de leur santé, voire de leur vie dans la plupart des cas. Voilà, l'histoire en soi est très intéressante et c'est pour ça que ça m'a donné envie initialement. J'avais envie de découvrir déjà plus de littérature chinoise, mais aussi ce pan de leur histoire que je ne connaissais pas. Et il y a eu plusieurs problèmes. Déjà, il y a le fait qu'on suit l'histoire à travers les yeux et la narration du fils des Ding, mais il n'est pas tout le temps là, donc c'est un peu étrange. Je pense aussi que la manière d'écrire en chinois, la littérature chinoise, est très spécifique. Ça se ressent au niveau du rythme des phrases, ça se ressent au niveau de la construction,
au niveau un peu de la poésie et de la manière dont c'est narré. Et la traduction en français, elle donne un truc bizarre. J'ai pas accroché au style, j'ai pas accroché à la manière dont c'était écrit, mais en fait plutôt dont c'était traduit, parce qu'on ressent que le traducteur a voulu coller au mieux à la plume chinoise, mais moi j'ai pas été du tout réceptive à la manière dont c'était traduit. Le rythme était bizarre. J'ai été gênée par tous les personnages qui sont hyper antipathiques. Je sais pas si c'est l'auteur qui voulait dénoncer certains travers de la culture chinoise, mais j'ai trouvé que les personnages étaient antipathiques. Je me suis pas du tout attachée à eux. J'ai pas eu de peine pour eux, alors que les pauvres sont dans une situation horrible. Je l'ai terminé, mais à la fin, j'ai lu en diagonale, et c'était histoire de finir les 50-60 dernières pages, mais ça l'a pas fait. On retourne sur un top de mon année 2020, et honnêtement, j'ai hésité à le mettre parce que on le voit circuler absolument partout. Mais en même temps, je me suis dit qu'il fallait rendre à César ce qui était à César, et que si le livre était dans tous les tops, c'est qu'il était vraiment génial. Et je parle évidemment d'Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Franchement, je vais pas m'étaler 20 ans sur ce livre parce que littéralement, je le vois circuler partout, donc je pense que vous le voyez circuler partout aussi. Déjà, le travail éditorial est dingue. J'ai tellement hâte de voir le tome 2 qui devrait très bientôt sortir, précommande directe. Il y a rien de spécial, on suit juste Anne, on suit juste cette petite fille, mais elle est tellement fraîche, elle est tellement pétillante, atypique, et on s'attache tellement à elle, on s'attache énormément aux frères et à la sœur qui vont la recueillir, la manière dont elle fait fondre leur petit cœur comme ça, on vous voit. C'est hyper bien écrit, hyper bien traduit. J'ai juste tellement hâte de la retrouver et de continuer à suivre ses petites aventures, sa petite vie, la voir devenir femme. Au début, elle est tellement naïve, elle s'émerveille de tout. C'est une drama queen en puissance, mais vraiment drama queen à mort. Elle est là, la vie c'est sa scène de jeu. Et elle joue, et ensuite petit à petit, rien que dans ce premier tome, on la voit grandir, évoluer. Elle est très intelligente, elle est très maligne, tellement douce et bienveillante, elle ne veut que le bien autour d'elle. C'est juste qu'il se passe rien de spécial à part suivre cette petite fille dans cet environnement magnifique. Lucy Maud Montgomery, elle sait hyper bien décrire la nature et nous donner tellement envie. Moi aussi j'ai envie d'habiter à Green Gables maintenant, ça a l'air incroyable. Mais voilà, si toutes les revues positives que vous avez déjà vues passer sur ce livre ne vous ont toujours pas convaincu, qu'attendez-vous? Quatrième top de 2020, il s'agit de Broadway Limited de Malika Ferjuk, que j'ai lu dans le cadre du Cold Winter Challenge, et pareil, un bonbon. Vous savez un peu le mood que je viens de vous décrire sur Anne de Green Gables, c'est la même chose sur Broadway Limited. On va suivre Jocelyn en français, qui est donc un garçon qui par erreur se retrouve dans un pensionnat de filles, puisque Jocelyn, ça se dit Jocelyn en anglais, et qu'il y a eu une petite erreur d'incompréhension. Il pensait que c'était une fille, et il se trouve qu'il arrive à amadouer un peu les gestionnaires du pensionnat, et qu'il est accepté dedans, et donc elles sont plus ou moins toutes des artistes qui dansent, qui font du chant, de l'acting, des publicités, etc. Jocelyn, lui, c'est un pianiste, et on va juste les suivre dans ce Broadway, cet Hollywood des années 60, et c'est incroyable. On y croise des stars hollywoodiennes hyper connues justement de ces années-là, et donc on va autant suivre Jocelyn et explorer un peu sa vie et qui il est, que ses colocataires, donc toutes ces jeunes filles qui essaient, voilà, tant bien que mal de faire leur petit bout de chemin dans la jungle hollywoodienne. Et franchement, ça donne tellement envie d'être avec eux, d'être dans les années 60 comme ça, à New York, en hiver, d'aller voir des pièces de théâtre, de frauder pour rentrer dans les cinémas, croiser des stars comme ça. Et moi, ça m'a fait rêver, ça m'a donné envie d'être avec eux, je me suis attachée mais tellement fort aux personnages. Et il y avait des moments où j'étais devant mon livre et je me disais « Oh non !» ou alors « Oh yes, génial pour elle !» Et j'ai tellement hâte de lire le tome 2, je crois que c'est... Non, bah en fait, je sais plus le titre. Et bref, tellement hâte de lire le tome 2, et je vous en reparlerai peut-être dans mon bilan. Cold Winter Challenge, mais pareil, français. Sur notre lancée, on enchaîne avec le deuxième flop de 2020, et c'est aussi un livre que j'ai lu dans le cadre de mon Cold Winter Challenge, et c'est Dernière fleur avant la fin du monde de Nicolas Cartelet. Et alors ce livre, j'ai pas compris. Vraiment, il est tout petit, il se lit très vite, je crois que je l'ai lu en une fois. Mais j'ai pas compris l'histoire. On suit un homme qui travaille dans un champ où en fait il doit lui-même polliniser les arbres puisqu'il n'y a plus d'abeilles, donc les arbres ne sont plus pollinisés, et donc il doit appliquer du pollen sur les arbres toute la journée. Et un jour, un des boss un peu de l'exploitation
lui demande de donner des cours particuliers à sa petite fille pour qu'elle apprenne à lire. Ça, c'est un peu l'élément déclencheur. Il y a une espèce de vibe un peu 1984 de George Orwell au niveau du style d'écriture et un peu de la tonalité, de l'ambiance, etc. Très gris, très surveillé. Les deux personnages principaux sont un peu similaires au niveau de leur personnalité, au niveau de leur manière d'approcher la vie. Ils sont juste passifs. Et ils survivent parce que voilà, il faut faire, ils obéissent, mais un peu morts de l'intérieur. Et il y a un moment, quelque chose qui fait que voilà, ils vont un peu se réveiller et ils vont décider que les choses doivent changer. Le personnage principal de Dernière fleur avant la fin du monde est pas du tout attachant, il est même très antipathique. Il y a rien qui est développé autour de pourquoi les abeilles sont mortes, c'est juste un fait. Mais en fait, moi je pensais qu'il y allait avoir un peu de dystopie, un peu de monde apocalyptique, etc. Et bah pas du tout. C'est vraiment rien n'est développé par rapport à ça. On sait juste que les abeilles ont disparu et que c'est un peu la misère. La fin et l'intrigue et ce qui se passe, etc. Pareil, j'ai pas été emballée et juste j'ai refermé le livre et je me suis demandé ce qui s'était passé. J'ai pas compris où ça voulait en venir. Je suis passée complètement à côté. C'est très court. Mais voilà, si vous l'avez lu ou que vous en avez entendu des échos, moi j'en avais jamais entendu parler et je suis hyper preneuse, donc dites-moi en commentaire parce que... voilà. On continue avec notre prochain top 2020 et il s'agit de Chanson douce de Leila Slimani. Et lui, quelle claque, vraiment quelle claque. Je sais qu'il y a un film et j'ai peur de voir le film tellement j'ai aimé le livre. Très difficile à résumer, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, voilà, si je vous résume trop, je risque de vous spoiler. Honnêtement, j'ai même pas envie de vous résumer ce livre en fait. J'ai trop peur de trop vous en dire et je savais absolument pas de quoi ça parlait. Et j'ai vraiment bien fait parce que dès les premières pages, on est en mode waouh. Je vais quand même vous faire un petit trigger parce que on y parle de très grosse maltraitance d'enfants, voire pire que ça. Donc si vous avez du mal avec tout ce qui touche des choses négatives faites aux enfants, peut-être abstenez-vous. Le livre ne parle pas de ça, mais c'est évoqué de manière très crue et de manière très directe dans certaines pages. Donc ce n'est pas du tout ça pendant 200 pages, mais c'est présent. Donc je préfère vous prévenir parce que les premières pages sont assez dures à lire. Mais quelle claque, vraiment, c'est un roman coup de poing où vous savez... Au début, c'est une situation hyper lambda, et petit à petit, vous captez, ça commence à devenir bizarre, et vous vous dites, mais c'est pas possible, genre, il y a un moment où ça va exploser, il y a un moment où ça va partir en cacahuète, et surtout, vous savez ce qui arrive avant que ça arrive, puisque les premières pages décrivent ce qui s'est passé. Et en fait, petit à petit, vous ne faites que resuivre le cheminement de comment est-ce qu'on a pu en arriver là, et c'est vraiment ça. Ce livre, c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Énorme, vraiment, la plume est hyper chouette, très simple, mais très impactante, très directe, très fluide. Les choses sont dites sans être dites, il y a beaucoup de sous-entendus, de non-dits, voilà, qui contribuent à cette atmosphère un peu gênante. On capte vraiment qu'il y a un truc qui va pas et on est là en mode... Ah, genre vraiment, rien que d'y penser, cette lecture, elle était vraiment poignante, vraiment impactante. Et si vous cherchez des romans coup de poing, c'est vraiment ça. Chanson douce de Leila Slimani, au top. On part sur le prochain top de 2020, qui n'est autre que Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Un classique, mais pareil, une claque. Pas autant pour l'intrigue, mais pour la plume, et en tout cas la plume traduite de Ernest Hemingway, qui est absolument dingue. C'est un très court roman et on va suivre un très vieux pêcheur qui est avec un jeune garçon qui est son apprenti, donc il lui apprend à pêcher, etc. Ils sont genre comme cul et chemise, ils s'adorent. Le petit garçon va lui dire, alors j'ai lu il y a longtemps, mais il me semble que le petit garçon va lui dire que ses parents ne veulent plus qu'il pêche avec lui parce qu'il est trop vieux. Et donc voilà, le petit vieux, il va être obligé de dire ok, bah tant pis. D'ailleurs j'ai oublié de préciser je crois, mais ça se passe à Cuba, donc c'est un vieux pêcheur cubain. Et donc un jour où ce vieux pêcheur va aller pêcher tout seul en mer, puisqu'il n'a plus son jeune apprenti, il va tomber sur un gigantesque marlin. Vraiment un poisson, alors que lui il est expérimenté, il va dire que c'est le poisson le plus gros qu'il ait jamais vu. Un énorme poisson. Et il va réussir par multiples techniques à l'accrocher avec sa canne à pêche, avec son fil de pêche. Et s'ensuit le pêcheur qui essaye d'attraper ce marlin pendant des jours et des jours. C'est un espèce de huis clos puisqu'on est sur la mer, sur cette petite barque avec ce pêcheur cubain et c'est lui contre ce marlin. Et donc pendant tout le roman ça va être qui va gagner, le marlin, le pêcheur, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup de prendre tous ces risques pour amener un aussi gros poisson? Mais à la fin même qu'est-ce qu'il allait en faire? Mais l'écriture est juste tellement belle, tellement simple, tellement précise. On est tellement touché par ce vieil homme et en si peu de mots, ce que Ernest Hemingway arrive à faire, c'est tout simplement
vraiment hallucinant. La manière dont il arrive à décrire son personnage, la manière dont il arrive à décrire la mer, la manière dont il arrive à décrire la lutte qu'il y a entre le pêcheur et le marlin, la manière même avec laquelle il nous fait nous identifier au marlin, les pensées de ce vieil homme et ce qu'il fait pour survivre dans sa barque, etc. C'est sublime, vraiment, l'écriture est sublime, l'histoire est sublime, c'est poétique, c'est simple, il n'y a pas de fioriture, chaque mot est bien choisi, à son importance, il n'y a rien de trop. On referme le livre, on se surprend à repenser à ce pêcheur, à se demander ce qu'il est devenu. Vraiment, si vous voulez un classique d'Ernest Hemingway, mais que vous voulez pas vous lancer dans des choses trop difficiles, il est très facile à lire et vraiment je recommande à 1000%. On avance petit à petit, doucement mais sûrement. On vient de voir deux tops à la suite, il est temps de parler d'un autre flop. Je sais, un autre classique, mais très déçu. Très déçu parce que Dracula de Bram Stoker, je l'ai lu en me disant je veux savoir d'où vient ce fameux Dracula qui a été tant repris dans la culture cinématographique, dans la culture populaire, encore maintenant, avec les vampires et la manière dont les vampires sont construits, définis, et c'est tellement influencé par Dracula que je me suis dit, je veux lire cette œuvre fondatrice du mythe du vampire, et assez déçue. Assez déçue, pas dans le sens de l'intrigue, le début j'ai beaucoup aimé, donc on va suivre ce fameux notaire qui va se rendre en Transylvanie chez le comte Dracula pour régler des documents. Et donc voilà, il va se passer plein de trucs bizarres. Je pense que vous connaissez assez bien l'histoire quand même. Il va se rendre compte que le comte, il fait des trucs chelous. Genre, il dort dans un cercueil en terre, il rampe comme un lézard sur les murs. Il a pas de reflet, il ne mange pas. Enfin bref. Il va très vite se rendre compte que c'est un monstre et il va fuir. Et on va suivre en parallèle sa fiancée Marie, son amie Lucie et les prétendants de Lucie qui vont tous être intégrés plus ou moins directement. Voilà l'histoire de Dracula puisque Dracula va décider qu'il est temps de sortir de Transylvanie et il va essayer de déménager à Londres. Et donc il va commencer à sévir autour de cette petite bande. Le début est très très intéressant. J'ai beaucoup aimé la partie où le notaire est chez Dracula, la manière dont Dracula a été construit. Mais le livre fait, je l'ai lu en poche, il doit faire 600 pages, quelque chose comme ça. Ça, c'est les 100 premières pages, quoi. Le conte Dracula en Transylvanie, 100 pages. Ensuite, un peu ce que Dracula fait, qui est intéressant quand il arrive un peu à Londres et tout. Mais ensuite, c'est genre 400 pages. Des mecs qui essayent d'arrêter Dracula, trouver une manière de le pister, de trouver ce qu'il va faire, trouver une manière de le piéger, de s'auto-convaincre aussi que c'est bien une créature fantastique, puisque, voilà, à l'époque, c'était pas en mode « Ah oui, tiens, 2 traces dans le cou, c'est un vampire et tout ». Du coup, voilà, ils passent leur temps à essayer de se convaincre les uns les autres, mais si, il faut croire au surnaturel, machin. Et c'est ça pendant 400 pages. Et à la fin, il y a le dénouement. Ils se confrontent à Dracula. Et voilà, et ça prend 60 pages, même pas. Vraiment, c'était beaucoup trop long. Je comprends aussi, c'est de la vieille littérature, donc c'est des grandes phrases, les hommes sont très polis, ils disent bonjour 25 fois à une dame avant de lui parler, et machin, et ça se fait des promesses d'amour et d'amitié, et nanana. Ça prend 3 plombes parce qu'il y a trop de fioritures dans la langue, complètement l'opposé donc de Ernest Hemingway, n'est-ce pas? C'est pas vraiment un flop, j'ai quand même apprécié ma lecture, donc voilà, petite déception 2020. On retourne en terre beaucoup plus favorable, beaucoup plus joyeuse avec les tops. Et j'ai nommé My Absolute Darling de Gabriel Talen. Je le vois aussi pas mal circuler dans les envies littéraires sur Bookstagram, Booktube, etc. Mais les gens en ont peur. Et c'est vrai que c'est un livre qui est dur, pas dur au niveau de la lecture, même s'il y a des parties un peu exigeantes dans les descriptions de la nature. Il y a une grosse partie nature writing dans ce livre. Mais c'est vrai que pareil aussi, trigger warning, on y parle d'abus sur enfants, que ça soit violence ou abus sexuel. Donc voilà, si ça vous trigger, faites attention. Et du coup, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même 2 livres qui parlent d'abus sur enfants dans mes tops. C'est une coïncidence malheureuse. Mais toujours est-il qu'on va suivre Turtle, qui est une jeune fille qui vit seule avec son papa, sur la côte californienne, il me semble. Elle vit aux alentours d'une petite ville, mais elle est vraiment perdue dans forêt / campagne / bord de mer avec son papa, qui est un homme qui l'aime, mais qui l'aime pas de la bonne manière pour de multiples raisons. Et Turtle, elle a 12 ou 14 ans, elle sait que ce qui se passe, c'est pas normal, elle sait que elle en a marre que son papa soit comme ça. Mais en même temps, c'est tout ce qu'elle a toujours connu, c'est la manière dont elle pense qu'elle devrait être aimée, c'est ce qu'elle pense mériter, ou c'est ce qu'elle souhaite aussi de la part de son père, puisque c'est la seule forme d'amour qu'il est capable de lui donner. Donc c'est hyper complexe et très ambivalent comme sentiment.
Et on va la suivre, elle, dans cette lutte pour essayer d'échapper à l'emprise de son papa, qui, on le ressent, est juste un homme torturé, c'est un homme perdu, un homme un peu malade dans sa tête. On sent qu'il l'aime quand même, et en même temps, ça fait froid dans le dos la manière dont il se comporte avec elle. Mais c'est tellement touchant de voir Turtle se débattre, de la voir se libérer comme ça, de la voir sortir de l'emprise de son père, et on capte à quel point c'est dur, on capte pourquoi c'est difficile. Juste ce livre, il est difficile à lire, il l'est vraiment. Il y a parfois je devais arrêter ma lecture parce que c'était trop dur ce que j'étais en train de lire, donc j'avais besoin de faire une pause. Voilà, pour digérer tout ce qui venait de se passer, parce que c'était vraiment vraiment difficile. Mais la plume de Gabriel Talent, elle est aussi très juste, dure, mais sans être crue, pas du tout. C'est au contraire assez poétique, il y met un peu les formes quand même. C'est pas en mode ah je te balance des violences à droite à gauche parce que j'en ai envie. C'est bien fait. C'est très 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 bien fait. On voit la perversion en fait de leur relation. On a peur pour Turtle, on comprend pourquoi elle veut rester, on a envie de lui dire de partir. Il y a les personnages secondaires qui sont intéressants, qui en fait ressentent la même chose que nous. Et en fait notre ressenti et notre position par rapport à Turtle, elle est incarnée par ces personnages secondaires. Je sais que ça peut faire peur et je comprends que c'est un livre qui est difficile, mais il est aussi très beau, qui parle de sujets qui sont innommables et pourtant, voilà, qui sont nommés et qui sont très bien nommés. Donc si ça vous trigger pas trop et que vous avez envie de vous lancer, vraiment faites. Ensuite, alors là, le livre dont je vais vous parler, je pense que si j'avais fait juste un top 3, ce que j'aurais peut-être dû faire vu la longueur de cette vidéo, si j'avais fait qu'un top 3, il serait dedans. Je l'ai tellement aimé. J'ai lu sur liseuse quand j'étais au Vietnam, je sais même plus pourquoi. Si j'avais écouté un podcast Book Club et c'était, alors je sais plus du tout son nom, mais l'interviewé était la personne qui possède et qui gère la librairie Shakespeare Company à Paris. Il n'y a que des livres en anglais, mais cette librairie elle est vraiment particulière au niveau de la manière dont elle est construite, c'est des murs de livres quoi. Elle est juste magnifique, on a envie de passer des heures dedans et de lire dedans. Genre moi j'aimerais bien virer tout le monde à chaque fois et dire ok laissez-la moi pour la journée. Donc interview de cette femme et elle cite ce livre et elle dit que c'était sa plus grosse claque 2018 ou 2019 je sais plus. Quand j'étais au Vietnam il n'était pas cher sur ma liseuse et je me suis dit ok let's go. Alors il est en anglais et pas traduit en français, mais alors... Mais vraiment, pépite absolue, mais dans tous les sens. Frankenstein de Janet Winterson, c'est un livre qui est très peu connu. Personnellement, je l'avais jamais vu nulle part, mais quelle claque! On va suivre en fait deux temporalités très différentes, puisque d'un côté, on va suivre Mary Shelley. Vous captez un peu le lien Frankenstein. Donc Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, qui va passer un week-end au bord d'une cabane avec des amis et qui va avoir l'idée de son personnage Frankenstein, qui va commencer à écrire cette histoire dans cette cabane. Et d'un autre côté, on va suivre Ray Shelley, qui est un transhumaniste transgenre qui évolue dans un futur fictionnel. Donc il y a vraiment deux temporalités différentes avec la réécriture, en fait un peu une réécriture fictionnelle de la manière dont Mary Shelley a écrit Frankenstein et une partie un peu science-fiction anticipatrice. Et donc ce fameux Ray Shelley, il va être impliqué dans des projet de développement d'intelligence artificielle et il me semble que par exemple la première scène où il apparaît, il assiste à une convention autour des robots humains, donc des robots qui sont tellement bien faits qu'ils ressemblent à des humains et il va rencontrer quelqu'un qui va lui présenter voilà tous ces robots, bah, je te présente elle a la fonction de faire ça, machin, pas mal de robots sexuels aussi évidemment. On va suivre vraiment de manière équivalente ces deux groupes et la partie qui est très intéressante c'est le parallèle qui est fait avec l'intelligence artificielle puisque l'une des principales morales de Frankenstein, c'est qui est le monstre? Est-ce que c'est celui qui crée le monstre sans pouvoir le contrôler et qui essaie de se prendre pour Dieu? Ou est-ce que c'est le monstre en lui-même? Et en fait, la même question peut se poser avec les intelligences artificielles. Est-ce que c'est juste de créer des robots qui sont autant similaires à l'homme, d'essayer de leur donner une conscience en sachant que notre condition humaine n'est pas non plus parfaite? Est-ce qu'on peut vraiment les contrôler? Est-ce qu'on a le droit de les contrôler? Et en fait, notamment, Ray Shelley va être impliqué dans un projet qui va un peu dépasser encore tout ça et qui va l'amener encore plus loin. Je vais pas vous spoiler, mais qui pose énormément de questions, pareil, entre qui est l'homme de la machine,
qui est le monstre de l'homme, etc. C'est écrit avec tellement de poésie. Je pense que j'avais jamais vu une plume comme ça. En plus là, c'est la plume originelle puisque c'est en anglais. C'est tellement beau, c'est tellement doux, c'est tellement poétique et en même temps tellement profond. On s'attache à Mary Shelley, on s'attache à Ray Shelley. Il y a un lien qui est fait au fur et à mesure. On comprend ce qui les attache l'un à l'autre alors qu'ils sont à des décennies et des décennies et des décennies de différence. Tellement beau. C'est un peu exigeant au niveau de la langue. Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, je suis pas sûre que vous trouviez votre compte dans ce livre. Même moi qui parle couramment anglais, j'ai parfois eu du mal avec certaines tournures de phrases parce que justement c'est poétique, ça utilise du vocabulaire que je maîtrisais pas forcément par cœur. Donc parfois j'ai dû m'accrocher un tout petit peu à des passages, mais ça valait le coup. C'est simplement que la plume est très riche, mais pas riche lourde, juste riche, précise, poétique et voilà, une complexité positive. Mais si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, peut-être que c'est pas le livre qui vous conviendra. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Frankenstein pour saisir l'histoire, pas du tout. Et si vous connaissez juste voilà, le fil rouge de Frankenstein, vous allez très bien saisir tous les parallèles qu'il y a dans Frankenstein. Difficile. Et par exemple, j'y pense là en faisant la vidéo, mais si vous avez aimé Carbone et Silicium de Mathieu Bablé et que vous êtes à l'aise en anglais, bah alors foncez sur Frankenstein parce que c'est vraiment la même vibe et la même mouvance, mais en roman un peu plus poétique et en anglais quoi. Mais je vous jure, si je pouvais appuyer sur un roman méconnu de toute cette liste, je vous jure c'est celui-là. Je pense que je pourrais crier à tort et à travers pendant des années, lisez ce livre. On arrive à notre dernier flop, j'en avais que 4, c'est quand même pas beaucoup, je l'admets. Le dernier flop de cette année 2020, c'est Mes vrais enfants de Jo Walton. J'étais hyper hypée par ce livre et on voit dans le résumé en fait que c'est une femme qui à un moment de sa vie va faire un choix. Ce choix sera d'épouser ou non un homme et en fonction de ce choix, est-ce que oui elle l'épouse, est-ce que non elle l'épouse, sa vie va prendre deux trajectoires totalement différentes. Et on va suivre en fait ces deux trajectoires en parallèle et l'évolution de sa vie. Moi j'étais hyper hypée, je me suis dit ça va faire à la Mr. Nobody avec, vous savez, quand on voit toutes ses vies différentes et à quel moment il a fait quel choix qui a fait que ça l'a amené à tel endroit. Et bah pas du tout. J'ai été déçue parce que il n'y a pas de science-fiction et il n'y a rien à la fin de ses destinées. C'est-à-dire qu'on suit ces deux vies. Ok, c'est intéressant, c'est bien écrit, c'est fluide, mais à la fin il n'y a rien. À la fin, j'ai pas ce petit grain de sel en plus qui me manque. Et en fait, c'est ça, ce livre était intéressant, mais il était fade. C'est intéressant de voir aussi parce qu'il y a des conjectures mondiales différentes. Dans une vie, ça va aller en 3e guerre mondiale, dans une vie pas, enfin voilà. Donc il y a des espèces de changements de configuration mondiale en fonction du choix qu'elle a fait. Donc on se demande comment ce choix a pu avoir des conséquences de fil en aiguille. Vous savez, les dominos, la théorie battement d'ailes des papillons qui finit en cyclone, tous ces trucs-là. Ça a été sous-développé à mort. C'est-à-dire que ça aurait pu être développé vraiment énormément. Voilà, et finalement, on ne fait que suivre Patricia au cours de ses vies. C'est touchant, on est touché par ce qui lui arrive. Il manque un truc. Il manque juste un truc, et j'étais très déçue parce que j'étais d'autant plus hypée. Donc vous savez, voilà. La contrebalance et tout, et il est pour moi inabouti. On arrive, enfin, les amis, on arrive au bout, aux deux derniers tops de ce top 10 2020. Il s'agit de Tokyo Vice de Jack Adelstein. Donc la vidéo est déjà assez longue et je vais pas m'attarder dessus puisque j'ai fait une chronique Foconesque sur le sujet que je vous mets à droite ou à gauche dans le petit i, sur un Américain qui va au Japon, qui travaille dans un journal et qui se rapproche du milieu des Yakuza et voilà, de la police des mœurs, etc. Et le dernier, autre livre qui n'est disponible qu'en anglais malheureusement, donc désolé pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, et c'est The Storytelling Animal, How Stories Make Us Human de Jonathan Gottschall, il me semble que c'est ça. Et c'est un livre très différent puisque ce n'est pas de la fiction ici, c'est le seul livre qui n'est pas de la fiction dans ce top. Je lis beaucoup de non-fiction que je vous présente pas forcément sur la chaîne parce que je sais pas si ça vous intéresse. Il y a peut-être des livres de développement personnel plus généralistes que je vous présenterai. Mais celui-ci, il était tellement bien, je l'ai tellement dévoré et il était tellement intéressant que vraiment c'était une de mes meilleures lectures de 2020. Et c'est simplement Jonathan Gottschall qui revient sur la nécessité des histoires dans notre condition humaine, dans le développement de notre espèce, notamment le fait que l'homo sapiens c'est celui qui a survécu aux autres grâce à la révolution cognitive, donc le fait de pouvoir parler, mais aussi de raconter des histoires, des petits ragots, etc. C'était déjà le cas à l'époque, je vous jure. Il repart de tout ça, et il parle des rêves aussi, le fait que les rêves sont des entraînements à la réalité de notre cerveau, il parle de pourquoi la fiction est plus que nécessaire, elle est vitale au genre humain. C'est hyper intéressant de capter
et de comprendre pourquoi on aime autant les histoires. Analyser sans trop intellectualiser, c'est pas du tout compliqué, c'est pas du tout difficile à comprendre, pas philosophique. Très 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 bonne lecture de 2020 que je recommande à tout le monde en fait. Si vous aimeriez comprendre pourquoi est-ce qu'on aime autant les livres, pourquoi est-ce qu'on adore autant se plonger dans un beau bouquin, franchement foncez. Et c'est tout, c'est enfin tout pour ce top flop 2020. Je suis ravie d'avoir pu vous présenter mes coups de cœur de 2020 et j'espère que ça va vous inspirer pour 2021. J'espère que vous allez peut-être découvrir certaines œuvres grâce à cette vidéo et que vous allez vous laisser tenter. Vraiment, je les conseillerais les yeux fermés à beaucoup de personnes. Pareil, les flops, c'est pas parce que j'ai pas aimé que vous n'aimeriez pas. Donc n'hésitez pas si vous avez aimé ces livres ou qui vous tentent quand même à me dire pourquoi en commentaire. Je serai ravie, plus que ravie de vous lire. Je vais pas faire une conclusion de 20 ans parce que cette vidéo est déjà assez longue, que vous avez beaucoup d'autres top et flops à aller regarder sur d'autres chaînes. J'ai hâte de ce que 2020 va nous apporter. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, si c'est le cas, pouce en l'air à mort. Et en attendant, moi je retourne à mon paysage enneigé qui est droit devant moi. Et je vous souhaite de belles découvertes livresques, je vous dis à la prochaine.